Bon ben voilà, je prends le micro pour accueillir tout le monde, non seulement ici dans cette salle, mais aussi à distance sur Internet. Je suis Marianne Poumé et nous sommes aujourd'hui dans une soirée qu'on appelle 10-20-30 de l'Association internationale de pédagogie universitaire. Donc c'est une soirée qui se veut interactive et en 2 fois 3 moments. 10 minutes de présentation par des témoins, 20 minutes de questions-réponses et puis 30 minutes où les participants ici entrent en action sur une thématique bien précise et on répète cela 2 fois sur la soirée avec 2 témoins différents qui nous font l'honneur de nous présenter une expérience, de partager avec nous cette expérience pour l'Association internationale de pédagogie universitaire. Alors aujourd'hui, la thématique est sur l'animation de séances et l'apprentissage des étudiants soutenu par des jeux. Donc peut-être qu'on va aussi jouer, il y a du suspense dans l'air, mais je vais plutôt passer la parole aux 3 étudiantes qui ont préparé la séance d'aujourd'hui, qui pourront vous présenter les témoins et l'organisation du jour. Alors ben voilà, je leur passe la parole, elles peuvent se présenter et présenter les témoins et la suite des opérations. On dit bonjour en passant à nos internautes, qu'ils viennent de Suisse, de France, de Madagascar, du Maroc, d'Afrique. On a différents pays qui sont intéressés à nous rejoindre par Internet parce qu'ils ne peuvent pas être présents vu le coût des billets d'avion. Et donc, bonjour à tous. On est content de partager cette soirée avec vous. Et puis, merci à tout le monde et bonne soirée à tous. C'est Paola qui commence. Oui, donc bonsoir à tout le monde. Le thème de ces 2-10-20-30 de ce soir, c'est la manière de dynamiser les cours par des jeux simples et efficaces. Alors, je vais passer la parole à notre première témoin, qui est Florence Ogier. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurence Auger, je travaille à la Haute École Elmo ici à Liège. Alors, j'ai 2 mi-temps, un mi-temps en tant qu'accompagnatrice pédagogique où j'encadre les enseignants dans la mise en œuvre de leurs dispositifs, de leurs évaluations et ainsi que des formations pour ces enseignants. Et l'autre mi-temps, je suis enseignante dans la formation d'instituteurs primaires. Voilà. Et donc, je me propose pendant 10 minutes de vous expliquer un peu pour qui j'anime ces jeux, de vous présenter 3 activités en expliquant voilà, brièvement la technique, l'intérêt, les conditions dans lesquelles ça se passe, les consignes plus précises. Et j'essaierai de terminer par un petit peu les apports effectifs et en synthèse, quelques balises que j'ai envie de partager avec vous pour animer ces jeux cadres. Voilà, donc qui je suis, j'ai déjà un petit peu présenté. Donc dans cette formation d'instituteur primaire, je donne des cours de pédagogie en bloc 1, bloc 2 et bloc 3. Et j'utilise les jeux cadres vraiment pour tout ce qui est apprentissage dans le cadre des cours. Et donc voilà, je choisis de ne pas laisser l'apprentissage à la charge de l'étudiant en dehors des cours et d'essayer pendant les cours de favoriser des moments d'apprentissage. Et donc c'est dans ce cadre-là que je les utilise. Donc les jeux cadres sont des canevas, des trames d'activités globales qu'on peut adapter à tous les contextes. Et voici la première activité. C'est l'activité qui s'appelle Chevalier blanc, Chevalier noir. Elle est prévue au départ pour faire émerger des freins, des leviers, par exemple. Et donc l'équipe rouge affronte l'équipe orange. L'équipe rouge donne les contres et l'équipe orange donne les pour. Et c'est la première phase s'appelle popcorn parce que n'importe qui peut prendre la parole dans l'équipe rouge ou orange tant que c'est tour à tour. Deuxième phase, on reprend les mêmes et on recommence. On les place de manière un peu plus formelle en 2 lignes. Et là, chacun est obligé de prendre la parole. Le premier rouge s'adresse au premier orange. Il lui donne un argument contre. Le premier rouge va se placer en bout de ligne. Et donc, le premier orange répond au deuxième de la ligne rouge et ainsi de suite. Le premier orange repart derrière et donc tout le monde intervient tour à tour. Donc ici, il y a une prise de parole obligée dans la deuxième phase, l'activité ping-pong. Troisième phase, on inverse les pour, les contre, on se place en quinconze. Voilà, le but, c'est simplement de dynamiser les échanges, mais on rebalaie, on brasse tout le temps les mêmes arguments pour ou contre ou les mêmes freins, les mêmes leviers par rapport à une thématique. Alors, j'utilise ces techniques, je l'ai utilisée
avec un groupe de 60 étudiants pour s'approprier des caractéristiques de courant pédagogique. Donc, j'ai demandé aux étudiants à la maison de regarder une petite vidéo. Je pense que c'est une vidéo de l'UQAM qui présente les 5 courants pédagogiques. Et je leur ai demandé de relever les forces et les faiblesses de chaque courant, d'arriver avec ça au cours. Quand ils arrivent au cours individuellement, je leur ai demandé d'associer des concepts à des courants. Donc voilà, une liste d'une vingtaine de concepts. Et donc, je leur ai demandé, à partir de leurs notes de cours, d'associer ça. Puis j'ai placé les étudiants en groupe. Et donc, en groupe, je leur ai demandé de partager les infos concernant ces 20 concepts et les forces et les faiblesses, de se mettre d'accord, d'identifier éventuellement les divergences, d'en discuter. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus loin sur les consignes. Et puis, alors, en groupe toujours, je leur ai demandé de se préparer à défendre un courant, n'importe lequel. Donc, j'ai un peu adapté la chevalier blanc, chevalier noir, c'était pour 2 équipes. Ici, j'avais 5 courants, donc j'ai fait 5 groupes d'étudiants, 5 équipes. Et donc, j'ai lancé une espèce de bataille entre mes 5 équipes d'étudiants. Alors, je leur donnais, voilà, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre, on change d'équipe. Maintenant, on donne des arguments pour, maintenant, on donne des arguments contre. Je leur redistribue les courants sur lesquels ils travaillent. Et puis, à un moment donné, je mets un étudiant au centre et je lui demandais de faire le chef d'orchestre et de dire quel groupe s'adresse à quel autre, de manière à ce qu'on ne soit pas tout le temps face au même courant en aller et en retour. Voilà, ça c'est la première activité. La deuxième activité que je voulais partager avec vous, c'est les enveloppes. Et ça, elle est prévue pour traiter un problème, trouver des solutions. Et alors moi, je l'ai utilisé pour essayer de mettre en évidence les critères de qualité d'une analyse réflexive. Donc les étudiants doivent présenter des préparations de leçons qu'ils donnent en classe primaire et ils doivent justifier leur dispositif pédagogique et puis analyser comment ça s'est passé. Et donc voilà, j'ai utilisé cette technique des enveloppes en demandant aux étudiants d'abord individuellement de lire un travail réflexif d'un étudiant d'une année antérieure. J'ai laissé une dizaine de minutes. Les temps sont toujours très courts. En groupe, alors, lister les qualités du travail. Et donc, je leur ai demandé d'écrire une... Désolée pour le son. Une qualité, je vais couper le son. Parce que le but... Voilà, désolée, j'interromps 2 secondes. Voilà, je reviens. Voilà, alors, donc une qualité par carton, donc des petits cartons comme ceci, et je leur demande de glisser les cartons dans l'enveloppe une fois qu'ils se sont mis d'accord donc en groupe sur les qualités du travail. Ensuite, bien, on fait tourner les enveloppes et on recommence la même chose avec 2 autres travaux. Il y avait 4 travaux en tout. Donc, j'invite les étudiants à faire passer de nouveau temps de lecture, puis temps d'écriture sur les petits cartons, mais on ne prend pas connaissance de ce que les autres ont écrit. Par contre, au dernier groupe, il y avait 4 travaux à lire. Le dernier groupe, je leur ai demandé, pour un petit peu varier, éviter la lassitude, mais de lire d'abord les commentaires, d'organiser les commentaires des autres groupes, et puis alors de lire le travail et de voir s'ils retrouvaient les mêmes qualités dans le travail. Et ensuite de hiérarchiser ces qualités et de les présenter au collectif. Et donc, évidemment, il y a eu un moment de synthèse où on a établi après ça les critères de qualité d'une analyse réflexive. Voilà, ça c'était la deuxième activité. La troisième, je suis partie de jeux qui existent, genre Pictionary, je suppose que vous connaissez, on doit dessiner un concept. Deuxième type de jeu, on doit lister des éléments et donc on se donne tour à tour des éléments. Celui qui ne sait plus dire d'éléments est éliminé et on continue ainsi jusqu'à ce qu'il y ait un dernier qui gagne 1 point. Et le troisième jeu, c'est parler. On doit placer relativement discrètement un mot, un concept dans une phrase, dans un ensemble de phrases, dans un monologue pendant 1 minute. Les autres ne doivent pas identifier le concept, donc il doit être placé judicieusement dans la conversation. On ne devrait pas pouvoir le relever. Donc ça nécessite d'utiliser des termes en contexte. Dessiner, on change de registre, ça nécessite de maîtriser les caractéristiques du concept. Pour lister, c'est plutôt les concepts liés et donc on va lister des exemples d'activités ici dans mon cas. Voilà, donc ce sont 3 jeux différents pour travailler l'appropriation des concepts.
Mon objectif, c'est qu'ils manipulent des concepts qu'ils ont vus dans les cours de didactique de maths, français, religion et musique, qui sont les cours dans lesquels ils doivent préparer une activité pour l'école primaire. Et donc, je veux qu'ils les maîtrisent et j'ai pris du temps pour qu'ils puissent maîtriser ces concepts afin de pouvoir justifier, réaliser l'analyse réflexive par la suite. Comment est-ce que j'ai procédé? Mais donc, par groupe, il y a des tas de petites cartes comme ça. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je fais des groupes de 6-7 étudiants. Il y a un arbitre chaque fois qui va vérifier, valider si ça a été fait correctement. C'est celui qui est à la droite du joueur. Et puis, on tire une carte et on suit les consignes. Alors, pour vous donner une idée, dans dessiner, on devait dessiner correspondance graphophonologique, analyse synchronique ou diachronique, frapper la pulsation, enfin voilà, décomposition additive. Donc c'est pas évident pour les étudiants évidemment, puisque c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisent peut-être pas forcément le concept. Lister des moyens pour faire de la musique, des moyens pour aborder une opération mathématique. Voilà, dans parler une minute, on devait placer le mot clarté cognitive, aspect ordinal et cardinal, processus d'assemblage et adressage. Donc voilà, c'est les concepts donc de didactique qu'ils ont vus au cours. Dans cette activité, il y a pas mal de difficultés des étudiants, mais aussi on voit un vrai plaisir à essayer, à tenter. Ici, voilà, c'est une étudiante qui dessine, et alors ici dans l'autre petite vidéo, ils s'amusent beaucoup apparemment de l'activité. Et c'est pas évident pour eux. Et dans le débriefing, ils ont mis en évidence, j'ai épinglé quelques commentaires. Je pensais que j'avais compris, mais je me rends compte que je ne maîtrise pas assez certains concepts. Ou c'est une manière de voir qu'on n'a pas tous la même compréhension du sujet. Et le dernier commentaire est plutôt extrait de l'activité sur les 5 courants. C'était dans mes notes, mais maintenant c'est dans ma tête. Donc voilà, quelques verbatim épinglés. Donc en conclusion, les balises pour animer ces jeux, c'est de donner une consigne à la fois et d'essayer toujours de prévoir, quel que soit le dispositif, qu'il y ait un temps individuel, un temps de partage, un temps de synthèse, et puis alors ne pas oublier le débriefing ou une phase de transposition pour qu'il y ait secondarisation au concept de Bautier, donc se dire tiens, on ne fait pas le jeu pour jouer, on fait le jeu pour apprendre et se rendre compte de ce qu'on a pu apprendre à ce moment-là. Voilà, donc je clôture ici. Et en général, après un temps comme ça intense de transmission d'infos, une activité qu'on peut proposer, c'est le dé. Donc on donne le dé à un participant ou voilà, il lance le dé. Voilà, pour le donner à quelqu'un. Oui. Donc, vous remercier d'abord pour votre témoignage et ensuite expliquer qu'ici, l'activité va servir à introduire les 20 minutes de questions-réponses. Voilà. Voilà. Donc oui, c'est vraiment un temps de transition. Pardon, oui. Dernier petit élément, quand vous voulez prendre la parole justement pour les questions-réponses, bien attendre que le micro vous parvienne pour que les internautes puissent aussi entendre les échanges. Pardon. Merci. Donc voilà, vous pouvez donner le dé à une table. On lance le dé. Ça peut être à terre, peu importe, ça rebondit, c'est en mousse et tout le monde le voit. Alors, verdict, 2, voilà, je propose à celui qui a lancé le dé de partager une réaction positive ou négative à cet exposé. Donc je dois partager une réaction positive ou négative, c'est ça, hein. Donc ce que j'ai pu retenir et ce que moi je peux reproduire en tout cas dans ma pratique, c'est l'utilisation peut-être concrète du jeu de l'enveloppe que je vois très intéressante et qui peut être exploitée de façon diverse, donc et qui vraiment allie cette notion que vous avez mis en avant tout à l'heure, l'individuel, le partage, et ensuite dans la phase de débriefing pouvoir justement dégager les pistes, les idées intéressantes qui peuvent se dégager des concepts qui ont été introduits durant le jeu. C'était positif ou négatif? Ou c'était et négatif? Ah. Merci. Je peux donner le dé à... Oui. Hop. Un avantage de l'utilisation des jeux. Je vais me mettre par là.
Moi, je suis frappé par les images, hein, la vidéo. Avoir des gens qui sourient, qui sont contents, qui sont actifs, qui sont vivants, qui participent, qui ont l'air de prendre du plaisir, etc. Je trouve un avantage non négligeable. Merci. Par là. Un élément en particulier. Alors, je trouve que le fait de mettre en place comme ça des jeux, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter aux étudiants et on l'a vu. Et dans les commentaires, ça m'a assez frappé le dernier qui disait que à la base c'était dans les notes et maintenant c'est dans la tête, comme quoi ça marche vraiment vraiment bien quoi. Pour celui-là, oui. Donner un inconvénient. Alors, ça prend du temps par rapport aux matières qu'on doit faire passer, mais j'ai entendu que les étudiants étaient amenés à préparer la matière à la maison. Alors, est-ce que c'est un inconvénient? Moi, je pose une question en même temps. Ça peut être un inconvénient pour certains étudiants, non? Ce qui explique qu'ils sont surpris devant des termes à mettre pendant une minute sans qu'on le détecte et des choses comme ça. Parce que s'ils ne maîtrisent pas, ils ont évidemment du mal à l'utiliser. Si, c'est à nouveau. Peut-être le temps en classe, peut-être le temps de préparation pour l'enseignant. Tous les cours prennent du temps à préparer, donc c'est tout ce que j'ai trouvé. J'espérais qu'on tombe à un moment sur le 5, poser une question. Je ne sais pas si quelqu'un, déjà maintenant ici, a envie de poser une question par rapport à la présentation qui a été faite. Non? J'ai une question. Ah, bon, voilà. Juste par curiosité, les 3 expériences que vous nous avez présentées, vous en faites d'autres avec les jeux ou c'est vraiment ceux pour vous qui sont les plus marquants ou Pardon. Oui. Oui, donc j'ai épinglé ces 3-là parce que ce sont celles pour lesquelles j'avais des images. Maintenant, moi, j'ai utilisé d'autres jeux, mais plutôt en formation, alors avec les enseignants, avec les étudiants. Non, j'ai pas vraiment d'autres. Si des jeux de ce type-là, alors du type dessiné, etc. Utilisation de jeux de société, genre Time's Up, je ne sais pas si vous connaissez, on réutilise pour manipuler les concepts, voilà, qui sont pas des jeux cadres de TFG, mais oui, c'est le côté un peu ludique, voilà. Oui, j'utilise d'autres activités comme ça. Oui. En fait, si j'ai bien compris, vous réalisez cette animation avec des futurs enseignants et j'imagine qu'il y a une notion de transfert au niveau de la pratique. Et je me posais la question, le transfert au niveau, par exemple, de l'animation du dé, au niveau du vocabulaire, comment est-ce que vous l'adaptez pour des élèves du primaire? Oui. Alors, ce que le transfert, il n'est pas direct. L'idée, c'est plutôt de rendre les activités ludiques, et ça, on demande à nos étudiants de le faire aussi. Donc, c'est plutôt
à ce niveau-là qu'il y a une espèce d'isomorphisme, mais pas forcément sur les techniques employées. Par contre, dès que j'utilise à l'école primaire, il est vierge, on peut écrire au marqueur Villeda dessus. Et donc, bon, la dernière fois que j'ai utilisé, il reste des traces de conjugaison, craindre, peindre. Enfin voilà, on lance, on doit conjuguer un verbe, on lance un autre dé pour savoir à quelle personne. Voilà, ça reste de la conjugaison, mais c'est une manière un peu plus ludique de le faire que de remplir une colonne. Voilà, un exemple. Alors, il me semble que Pascal avait aussi une question tout à l'heure. Je me demandais quelle proportion de temps vous mettez dans les activités ludiques par rapport à des cours moins drôles, disons. Plus il y a de monde dans la classe, plus j'essaye de faire des activités actives. Quand ils sont en plus petits groupes, on passe beaucoup plus de temps à réfléchir, à discuter, c'est peut-être moins drôle. Et quand ils sont en plus grand groupe, je trouve qu'avoir 2 heures de cours transmissifs, ça n'est pas efficace pour personne. Et donc, j'essaye vraiment de les faire participer. Donc, j'utilise aussi des choses comme Socrative ou Kahoot, voilà, des choses de ce type-là, de manière à ce que, enfin, à chaque séance de cours, j'essaye qu'il y ait un moment actif. Alors, je dois quand même dire, parce qu'on a soulevé les avantages, l'inconvénient, quand même, parce qu'il y en a, pour le cours avec les 5 courants pédagogiques, un élément important, c'est de préparer son local pour que les étudiants puissent être en groupe. Et donc, je ne savais pas préparer mon auditoire à l'avance. Et donc, j'ai prévu un deuxième local à côté. Il suffisait de traverser le couloir. Et donc, j'avais 70 étudiants dans l'auditoire pour la partie plus transmissive. Et je dis maintenant, on va aller faire l'exercice dans le local à côté. J'en ai perdu 10 en cours de route. Donc, il faut quand même soulever les inconvénients. Donc, ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo, qui se sentaient pas prêts, parce que j'ai dit, on va utiliser vos notes de la vidéo. Donc, il y en a qui m'ont dit après, mais oui, mais j'avais pas regardé la vidéo. Je me suis dit que c'était pas la peine de venir. Donc, voilà. Dans les inconvénients, il y en a aussi. Une autre réaction, une autre question? Par exemple, pour le dé qu'on a utilisé, je vois qu'il y a 6 propositions. Donc, je suppose que le travail du formateur, de l'enseignant, c'est, en gardant l'idée du dé, d'inventer ou de détecter quelles sont les 6 possibilités qui donneront lieu à des activités différentes pour qu'il y ait un peu de dynamisme dans l'affaire. C'est bien ça? Oui. Merci. Merci. Oui, si, c'est une technique qui est proposée pour rendre des exposés transmissifs moins rébarbatifs, ou enfin pour les dynamiser un petit peu. Donc l'idée, c'est de toutes les 10 minutes de faire un temps d'arrêt, lancer le dé pour réactiver ce qui vient d'être dit. Donc on est plutôt dans une logique où on transmet des informations et puis on essaye de les réactiver avec le dé. Donc en effet, ce que je propose ici n'est pas ce qu'on va proposer à chaque fois. Peut-être qu'on va trouver d'autres activités à proposer, et évidemment ça peut être transposé à trouver encore d'autres activités pour d'autres contextes, puisque ce sont des cadres à réutiliser autrement. Je regarde s'il y a une dernière réaction. Oui, Madame Poumet. Mais d'abord, merci beaucoup Laurence. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et puis bien structuré. Et puis je trouve que ça donne vraiment de bonnes idées. Je trouve que les choix des jeux étaient particulièrement pertinents par rapport à ce que tu essayais de dégager comme apprentissage. Et ma question, c'est un peu de savoir, donc ça, de revenir vraiment à l'apprentissage, parce que avant de fonctionner avec les jeux, j'imagine que ton programme était un peu le même. Si on prend par exemple le développement de la pensée réflexive, le jeu avec les enveloppes, est-ce que tu constates des différences dans les productions d'étudiants et dans leur apprentissage par rapport à euh, leurs apprentissages et leurs réflexions quand tu menais le cours différemment? Alors ça peut être en positif ou en négatif, mais est-ce qu'ils apprennent d'autres choses qu'avant? Alors je dirais que la synthèse collective au tableau à la fin du cours, elle est la même.
Mais par contre, j'ai plus le sentiment, mais voilà, c'est un sentiment que tout le monde a participé dans cette technique avec les enveloppes, alors qu'avant, c'était ceux qui voulaient qui prenaient la parole et donc on n'a pas la participation de tous. Donc j'ai l'impression que c'est sur ce plan-là que j'y gagne, c'est sur la participation active de tous. Alors certains donnent des critères qui n'arrivent qu'une fois, que les autres étudiants finissent par éliminer parce que c'était pas pertinent, etc. Donc je ne dis pas que tout le monde a appris, mais il y a quand même une participation plus importante, me semble-t-il. Ah oui, oui, j'arrive au même résultat à la fin. Ma synthèse au tableau, à la fin, on a mis en évidence les mêmes critères qu'avant. Oui. Voilà, maintenant on va passer aux 30 minutes de mise en activité. Hop, je vais donner le micro à Nathalie. Oui. Oui. En fait, pour l'activité, je vais déjà demander à ces deux messieurs de rejoindre un des autres groupes pour avoir 2 tables de 4. Ce sera plus intéressant. Merci. Et vous choisissez le groupe qui vous tente le plus. Pourquoi j'ai plus ma souris? Où est ma souris? Donc, la première animation, donc le premier 30 que nous allons faire, c'est une animation de Thierry et qui s'appelle l'Étoile mystérieuse. Je ne vais pas dévoiler toutes les étapes dès le départ pour laisser le travail se faire petit à petit. La première chose que je peux vous demander, c'est déjà de réfléchir à un dispositif, à une méthode qui permet de dynamiser ces cours dans l'enseignement supérieur. Vous allez recevoir donc une affiche et sur cette affiche, dans le centre, en plein milieu, j'aimerais bien que vous m'écriviez le dispositif que vous avez choisi avec le bic qui vous a été remis. Et oui, juste l'écrire au centre. Vous avez 2-3 minutes pour réfléchir ensemble et vous mettre d'accord sur votre idée de groupe. Alors, je vois que les 2 groupes ont terminé. La deuxième étape va être d'à partir de ce dispositif que vous avez choisi, écrire sur la fiche 4 caractéristiques, 4 sous-concepts en quelque sorte, et de manière à former une étoile sans mettre les flèches, juste mettre une caractéristique au-dessus, une autre en dessous, une à droite, une à gauche. Et donc, à partir de l'idée que vous avez choisie, mettre 4 caractéristiques qui vont permettre de revenir à cette idée. En 5 petites minutes. L'étape suivante, la troisième étape, la troisième phase, c'est pour chacun de ces 4 caractéristiques, mettre 3 mots-clés. 3 mots-clés pour chaque caractéristique. Et de nouveau, l'idée est de créer l'étoile comme elle vient de s'afficher avec en rouge le dispositif, en bleu les caractéristiques et en vert les mots-clés. Petit mot d'explication. En fait, Thiagui propose de le faire plutôt sur des cartes Bristol, d'écrire d'un côté pour pouvoir retourner certaines idées par la suite. Maintenant, on a préféré faire directement à l'affiche parce que ça permet de garder directement la trace. Je lui proposais en dernière activité de le remettre en carte conceptuelle. On s'est dit qu'on allait le faire directement, pouvoir garder la trace et montrer ce que les autres font. Mais donc, l'idée est d'arriver à placer ces cartes. Pour ceux qui disaient que ce n'était pas tout à fait une étoile, parce que si on a les cartes, on peut vraiment les disposer encore plus en étoile ou en soleil. Je vous laisse au travail pour les 3 mots-clés par caractéristique. Alors, on va tout doucement terminer cette étape-là.
Et je vais demander à chaque groupe de désigner parmi les 4 ou 5 participants un gardien. Et je conseille vivement à ce gardien de soit recopier, mais on a tous un téléphone de nos jours, prenez une photo, ce sera plus facile, mais prendre une photo de votre production, parce que ce gardien-là restera à cette table-là alors que le reste du groupe va devoir se déplacer. Une fois que le gardien a bien l'étoile en tête, je vais vous demander avec les post-it qui sont sur les bancs de cacher le dispositif central et les 4 caractéristiques principales, donc l'équivalent du carton rouge et des 4 cartons bleus qui sont ici sur le PowerPoint, et de ne laisser que les 12 caractéristiques visibles. Si vous avez le temps en mettant les post-it. Je vois que les post-it sont posés. Je vais donc demander au gardien de l'étoile de rester là où il est, mais aux autres, normalement de tourner, mais dans ce cas-ci, c'est changer de table. Donc de passer à l'autre table. Et c'est maintenant que le défi va commencer. C'est que vous allez devoir, à partir des mots-clés, retrouver les 4 caractéristiques et le dispositif central. À savoir que dans tous les jeux, on essaye d'avoir une équipe gagnante. Donc la première à avoir trouvé l'entièreté de l'étoile est l'équipe gagnante, histoire de mettre un peu la pression. Et pour encore complexifier un petit peu l'exercice, vous ne pouvez poser au gardien de l'étoile que des questions fermées, auxquelles il doit répondre par oui ou par non. Donc, à vous de réfléchir en équipe, quelles questions vous pourriez poser au gardien, questions fermées, pour qu'il puisse dévoiler les bonnes réponses. C'est parti. Je vais malheureusement vous interrompre parce qu'il reste le reste de la soirée et je pense que vous avez tous bien compris et le principe de l'étoile mystérieuse et les idées qu'on peut percevoir. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil pour dévoiler l'étoile et voir si vous étiez plus ou moins proches. Je pense que les 2 équipes avaient déjà des bonnes idées et étaient bien lancées. Je ne sais pas si certains ont des questions, des remarques, des réflexions par rapport à cette activité, malgré le fait qu'on ait dû l'écourter. Qui a gagné? Je dirais que vous étiez un peu plus avancé. mais on ne peut pas le dire pour sûr parce qu'on n'a pas terminé. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions, des remarques par rapport à l'activité. Pour les consignes de départ, donc dans notre groupe, on a indiqué plus qu'un mot. Et il semblerait que quand on pose des questions oui/non, est-ce que le mot est dedans, est-ce que le mot n'est pas dedans, est-ce que l'idée du mot qui est proposé, donc il y a un problème de peut-être de... Donc retenir, et c'est tout à fait vrai, essayer de penser à l'avenir de préciser que ce soit 1 ou 2 mots dans la caractéristique, de vraiment cibler le plus possible. C'est vrai que ça pouvait être, mais ils ont par exemple mis compétences transversales. Je pense que dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir 2 mots. Donc, c'est pour ça que limiter à un mot risquerait de supprimer toute une partie de caractéristiques intéressantes. Par contre, c'est vrai que on aurait pu préciser plus cette consigne-là.